World Skills de Normandie 2025 qui nous font le plaisir de nous accompagner aujourd'hui à bord de notre TGV. De me permettre de passer ce message. Voyageuses, voyageurs, je vous souhaite un agréable voyage. Et à vous, candidats, candidates, jurés, accompagnateurs normands et autres régions, je voulais simplement vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez accompli ces derniers jours, ou pour beaucoup d'entre vous, le monde s'est un peu arrêté. Vous avez vécu quelque chose de grand, vous avez participé à une aventure humaine, unique, magique, presque indescriptible. Certains rentrent avec une médaille, d'autres non. Mais chacun de vous rentre avec quelque chose d'immense. Le sentiment d'avoir donné le meilleur, d'avoir été au bout et d'avoir fait partie de quelque chose de plus grand que soi. Alors je vous pose une simple question. Avec quoi repartez-vous aujourd'hui? Parce que c'est dans les moments les plus exigeants qu'on grandit, qu'on apprend à se connaître, qu'on forge ce qu'on deviendra. Alors félicitations d'avoir dépassé vos limites, d'avoir tenu, d'avoir rien lâché. C'est ça la plus belle des victoires. Bonne route à toutes et à tous, rentrez bien. Ça a été un honneur pour moi d'accompagner cette belle équipe normande. Soyez fiers de vous. Merci. Et bienvenue sur la chaîne Culture et Nature. Vous ne connaissez pas le CFA du bâtiment ou la mission locale, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit. Tout d'abord, nous allons rejoindre Oumou qui est sur le chantier de la terre crue. Oumou, tu nous entends? Eh oui, Marie, je suis bien présente sur le chantier de la terre crue, comme vous le voyez bien derrière moi. Tout le monde est prêt, les outils sont là et tout est prêt pour faire ce merveilleux travail, comme vous le voyez bien derrière moi. On ne va pas trop les déranger parce que je vais essayer de repasser après pour voir leur beau travail qu'ils vont faire. Et pour l'instant, je vais essayer de rendre l'antenne à ma très chère collègue Marie. À toi l'antenne. D'accord, merci beaucoup Oumou. Alors, on se revoit tout à l'heure pour parler du chantier de la terre crue. Alors, au sommaire, nous allons parler de plomberie, de pompe à chaleur, d'électricité et de formation de carrelage et surtout d'Olympiade des métiers appelée les World Skills. Mais tout d'abord, nous allons questionner Monsieur Rousseau. Bonjour Monsieur Rousseau. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous accueillir au CFA du bâtiment. Pas de souci, c'est un plaisir. Mais merci. Et nous avons quelques questions à vous poser au sein de votre établissement, si ça ne vous dérange pas. Non. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Donc, je suis David Rousseau, je suis directeur du CFA du bâtiment à Évreux, sur le site d'Évreux, dans la zone industrielle de Nétreville. D'accord. Et qu'est-ce qui vous motive à accompagner les jeunes qui sont dans cet établissement, Le savoir-faire des jeunes, ce qu'ils savent faire, donc à apprendre un métier, ils viennent chez nous à 15-16 ans, ils rentrent chez nous à 15-16 ans, ils connaissent pas forcément, ils connaissent même pas le métier, ils ont une envie, ils ont des ambitions, un objectif, et puis en fin de compte, ils ressortent des fois au bout de 6-7 ans avec des métiers, parce que pas qu'avec un seul métier, avec des métiers du bâtiment, et ils font des choses extraordinaires, ils réalisent des choses à la fin, et puis c'est nos futurs constructeurs de maisons ou qui font la rénovation de nos maisons. Ok. Et concrètement, qu'est-ce que le CFA du bâtiment? Alors le CFA du bâtiment, c'est une association déjà. Donc c'est une association de 7 CFA gérée par un organisme gestionnaire qui se trouve à Rouen. Donc 7 CFA, on couvre comme ça toute la Normandie et on réalise de la formation en apprentissage. 98% de notre activité, c'est de l'apprentissage. Donc des jeunes qui sortent de 3e pour les former au métier du bâtiment. On commence du CAP et on peut monter jusqu'au niveau Bac+3.
D'accord, merci beaucoup pour cette présentation. Et nous allons place à notre deuxième invitée qui est Blandine de l'agence régionale. Bonjour Blandine. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Oui, donc Blandine Bertrand-Grainville, moi je suis coordonnatrice territoriale et je travaille à l'agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie. D'accord. Alors, qu'est-ce que vraiment l'agence régionale? Oui. Alors l'agence de l'orientation, donc déjà on est une structure assez récente, on a été créé en janvier 2020, on appartient à la région Normandie et donc nous sommes sur une mission de service public et donc nos missions c'est de pouvoir apporter en fait de l'information métier et formation auprès de tous les Normands. Donc on s'adresse à tout public, que ce soit des collégiens, des lycéens, des étudiants, des demandeurs d'emploi, des salariés en reconversion professionnelle. Donc voilà, donc on apporte vraiment et on met en place des actions d'information donc métier et formation, voilà, sur tout le territoire. D'accord. Bon, je me suis renseignée un peu. Je sais que vous organisez un peu quelques événements. Du coup, quel événement, en gros, que vous organisez? Quels sont les événements que vous proposez? Alors, en effet, donc, on organise un certain nombre d'événements. Donc, on est vraiment, comme je vous disais, sur de la découverte des métiers. On est là aussi pour ouvrir un peu le champ des possibles, découvrir peut-être des métiers auxquels on penserait pas. Donc, ces découvertes des métiers, ça peut prendre véritablement différentes formes. On peut organiser des webinaires, on peut organiser des ateliers, des conférences, des forums, des salons. Voilà, ça prend vraiment différents types de formes. Après, on peut organiser des événements qui vont plutôt cibler un secteur d'activité, une certaine thématique. Là, dernièrement, on a organisé au mois d'octobre ce qu'on appelle les coulisses du bâtiment pour mettre en avant donc, les métiers du bâtiment et du travaux publics. Et après, on peut avoir aussi des événements qui sont ce qu'on appelle plutôt multisectoriels. C'est vraiment de faire découvrir, on va dire, toute une étendue, toute une palette, on va dire, de métiers dans voilà, un certain nombre de secteurs d'activité. D'accord, super intéressant. Et pour les mois à venir, avez-vous des salons de prévus? Oui, alors là, il y a un bel événement qui va voir le jour et c'est une première, donc le 5 et 6 décembre, là, prochainement au Havre, qui s'appelle en fait Normand Durable. Donc c'est Normand Durable, le festival donc, des métiers et des formations de demain. Donc concrètement, c'est un forum qui est organisé donc, par l'agence de l'orientation, mais également par d'autres associations que sont les Pluies de Juillet et le Havre Seine Métropole. Et c'est véritablement de montrer en fait aujourd'hui quels sont l'impact des transitions. On parle aujourd'hui beaucoup, on entend beaucoup parler de transition écologique, sociale, environnementale, etc. Enfin voilà, numérique. Et en fait, quelles sont, on va dire, toutes ces transitions, quels sont leurs impacts, on va dire, sur le métier et les formations. Voilà. Les métiers vont être amenés aujourd'hui à évoluer. Donc les formations aussi vont être amenées en fait à évoluer. Donc c'est vraiment de faire découvrir les métiers et les formations donc, de demain. Donc sur cet événement-là, donc qui va se dérouler prochainement au Havre, donc qui sont des événements qui sont gratuits et ouverts véritablement à tout public. On va proposer, on va dire, donc 4 grands parcours inspirants. Comme ça, le public, en fonction de ses envies. Donc exemple de parcours, on a un parcours qui s'appelle le mieux produire, mieux vivre ensemble, mieux comprendre le monde, mieux se déplacer. Et au niveau de ces parcours, au travers de ces parcours-là qu'on va pouvoir proposer, il y aura différents espaces. Ça peut être de la démonstration donc, de métiers. Ça peut être bien évidemment des rencontres avec des professionnels, du conseil en orientation, les écoles aussi qui préparent justement à ces futurs métiers. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le premier événement, enfin le prochain qui va arriver d'ici quelques jours. Et après, on organise notre événement, on va dire tous les ans, qui est donc le salon régional de l'orientation et des métiers de Normandie. Donc là, cet événement-là, il va avoir lieu donc le 5, 6 et 7 février 2026 en fait à Caen. Donc là, on est plutôt sur un événement où on va présenter véritablement, donc il y a 3 jours d'animation, donc d'animation vraiment donc ludique, de rencontres avec des professionnels. L'idée, c'est de pouvoir vraiment découvrir des métiers, voire même pourquoi pas reproduire certains gestes métiers. Il y a 17 pôles métiers, on va dire, de représenter. Donc ça veut dire qu'on peut aujourd'hui tester pas loin de 150 métiers, une maison de l'orientation, du conseil, de la formation. On peut retrouver de l'information aussi sur les formations. Et puis un espace inspiration, ambition, transition. On essaie de faire venir des professionnels pour pouvoir, on va dire, parler aussi de leur parcours, leur évolution, et donc que ça puisse inspirer également, on va dire, d'autres jeunes. Et donc voilà les 2 gros événements, on va dire, à venir très prochainement. D'accord, merci. Et durant ces salons, ce sont des métiers spécialement du bâtiment
Ou il y a aussi les métiers tertiaires, tout ce qui est... Alors, c'est exactement. Alors, à chaque fois, vraiment, on est vraiment sur tous les métiers. Voilà. Donc, bien évidemment, dans l'événement qui va être le plus proche Normand Durable, il y aura bien évidemment toute une partie justement qui sera consacrée justement sur le mieux, on va dire pas dire le mieux bâtir, mais justement sur tout ce qui va concerner aussi aujourd'hui les nouvelles un peu technologies, les nouveaux matériaux, tout ce qui est matériaux biosourcés. Donc, il y aura vraiment une partie qui sera consacrée à ça. Mais voilà. Et de même pour le salon régional, mais l'idée c'est qu'on soit vraiment, on va dire, multisectoriel. D'accord, ok, merci beaucoup. Merci. Pour ces réponses. Et nous sommes aussi avec Bouba de la mission locale. Bouba, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour, moi je suis Boubacar Sissoko, je suis conseiller d'insertion professionnelle à la mission locale d'Évreux, Pays d'Évreux et Air Sud. Donc on a des antennes à Saint-André, Conches et Verneuil. Donc voilà, et j'accompagne des jeunes de 16-25 ans. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la mission locale intervient aujourd'hui au CFA du bâtiment? Parce que c'est un projet, c'est un projet qui a été répondu, on a répondu à un appel à projet dans un financement européen et région, FSE+. Et donc, le but, c'est d'accompagner des jeunes sur l'orientation professionnelle, l'orientation de formation avec la région. Et dans ce projet-là, on a aussi l'idée de créer un plateau TV pour mettre en avant les métiers du territoire. Et donc, merci au CFA du bâtiment de nous accueillir et mettre en avant les métiers du CFA du bâtiment, mettre en avant aussi des particularités comme des femmes dans les métiers dits d'hommes. Aussi, on a la particularité aujourd'hui d'accueillir une formation sur la terre crue, donc ça c'est plutôt intéressant. Et donc pourquoi on est là, c'est aussi mettre en avant tout ça et faire en sorte que les jeunes puissent créer ce plateau et travailler aussi sur la confiance en soi, sur des compétences diverses et transversales qu'on pourrait retransmettre dans d'autres formations et métiers. Et voilà. D'accord. Donc je retiens aussi que les jeunes qui sont un peu, on va dire, en perte d'orientation peuvent se réorienter vers vous pour pouvoir découvrir les métiers du bâtiment. C'est un peu le but. Nous, aujourd'hui, on accompagne des jeunes décrocheurs scolaires qui sont sortis du monde scolaire. Et donc, c'est vraiment de les accompagner vers un projet. Ils ont un projet aujourd'hui. Nous, on les accompagne au mieux sur ce projet-là, que ce soit social ou professionnel ou formation ou autre. On a des partenaires, que ce soit l'agence régionale, les différents CFA et différents offres de formation. C'est vraiment les orienter vers ce qu'ils veulent faire. Et donc là, c'est aussi mettre en avant des métiers du bâtiment, sachant que beaucoup ont des a priori sur ces métiers-là. Et donc là, c'est mettre en avant un peu plus ça et leur dire que tout est possible. Qu'on soit une femme, un homme, qu'on soit loin de ces métiers-là, tout est possible. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et pour finir, nous allons poser quelques questions à Isabelle. Isabelle qui a participé aux Olympiades des métiers. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc Isabelle Leroy, coordonnatrice territoriale à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Et donc je suis j'ai les territoires de l'arrondissement d'Évreux et des Andelys. Et donc effectivement le CFA du bâtiment a participé aux Olympiades des métiers. Qu'est-ce que les World Skills? En fait, c'est l'Olympiade des métiers et c'est en quelque sorte 67 métiers qui sont en compétition. On est à la 48e édition. Donc ça fait déjà un petit bout de temps, c'est historique en Normandie, cette participation à l'Olympiade des métiers. Et là, pour cette 48e édition, on a encore plus de jeunes qui ont participé parce que la région de Normandie donc, a missionné l'agence de l'orientation sur l'accompagnement de ces jeunes. Et donc, on a eu une belle équipe qui a participé cette année. Voilà. Et comment on fait pour s'inscrire, si ça nous intéresse, comment fait-on pour s'inscrire pour l'Olympiade des métiers? Alors, l'Olympiade des métiers, il faut avoir... déjà, il faut que ça corresponde à un des 67 métiers. Après, il y a des catégories d'âge. Et il faut être soit résident en Normandie, soit être scolarisé en Normandie, soit être salarié en Normandie. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de possibilités de pouvoir participer. On a eu cette année, entre autres, 7 salariés qui ont participé sur l'ensemble des participants. Donc
c'est bien. Et on a quand même une majorité de garçons. Aujourd'hui, on a eu 47 garçons pour 11 filles. Donc, si on pouvait en avoir un petit peu plus, ce serait bien aussi. Sachant qu'on a aussi possibilité d'avoir des jeunes en situation de handicap qui peuvent s'inscrire sur Parcours Plus. D'accord, donc tout le monde peut y participer. Tout le monde peut y participer. Et il y a des compétitions qui sont en équipe aussi, suivant les métiers. Voilà. D'accord. Alors après, il y a différents niveaux de compétition. On va commencer par la compétition de sélection régionale qui va se dérouler dans les établissements de formation qui sont volontaires pour accueillir cette compétition. Et une fois que les médaillés régionaux sont sélectionnés, il va y avoir une compétition nationale. Donc cette année, elle était à Marseille. Et tous nos médaillés, donc on a une trentaine de médaillés là, normands, on rebat un peu les cartes et on espère qu'il y en ait qui partent à Shanghai en compétition internationale. Bah, d'accord. Bah, est-ce que vous avez quelques challenges, par exemple, s'il y a des collégiens qui s'intéressent, comment vous faites pour pouvoir, on va dire, les aborder, pour pouvoir les encourager? Alors justement, oui, au sein de l'agence de l'orientation, on a une petite équipe qui va développer une compétition qui a été mise en place depuis cette année, qui s'appelle donc la compétition des World Skills, et qui a démarré justement au moment de la compétition nationale, donc le 17-18 octobre. Et on a des collèges qui se sont inscrits et ça va leur permettre de découvrir les métiers qui sont en compétition. Donc, c'est vraiment tout type de métiers, que ce soit à la fois les métiers du bâtiment, les métiers du végétal, mais aussi les métiers du numérique. Et puis, on a aussi bien des jeunes en CAP que des jeunes en école d'ingénieurs qui sont inscrits. D'accord. D'accord, bah, merci beaucoup alors. Et bah, ça tombe bien, nous avons interviewé Antoine, un participant des Olympiades des métiers, et je vous laisse regarder. Bonjour Antoine, peux-tu te présenter? Bonjour, je m'appelle Beauchamp Antoine, j'ai 18 ans et je suis plombier chauffagiste. Ok, du coup pourquoi tu as choisi cette formation, faire ce métier? Car c'est un métier très varié, où on touche un peu à tout. On peut faire du carrelage, du placo, de la plomberie et du chauffage. Et c'est un métier dont tout le monde a besoin. Ouais, donc ça en fait c'est vraiment cette polyvalence qui t'a dit. Exactement. Ok. Oui, donc c'est cette polyvalence. Du coup, qu'est-ce que c'est les Olympiades? Les Olympiades, c'est un concours en 3 parties. Donc il y a les sélections régionales, nationales et après internationales. Ok. Et il y a l'Europe aussi. Ok, du coup, toi, comment ça s'est passé? J'ai gagné les régionales l'année dernière. Ok. Et du coup, j'ai intégré l'équipe normande et je suis allé aux France cette année. D'accord. Et en général, tu t'en es bien sorti là? Comment? C'était la première fois que je le faisais, donc un peu stressé. Ouais. Mais sinon, voilà. T'as bien géré, Ouais, sinon. on a donné le meilleur de soi-même. Ok. Et du coup, là, pour l'avenir, est-ce que tu continues? Est-ce qu'il va y avoir j'aimerais une bien le poursuite? refaire l'année prochaine. Ok. Je vais essayer en tout cas. Ouais. Talia. Bonjour. Angelina qui va nous parler un peu de son parcours, Monsieur Lebin, et encore une fois avec Isabelle. Alors Stalia, je te laisse poser tes questions. Bonjour, alors pouvez-vous vous présenter? Bonjour, donc je m'appelle Monsieur Aubin, je suis formateur plombier chauffage au sein du CFA d'Évreux Normandie. Alors, c'est quoi le métier de formateur plombier chauffagiste? C'est déjà d'une part d'accompagner les jeunes dans leur formation, leur faire découvrir le métier de plombier chauffagiste, les perfectionner jusqu'à ce qu'ils montent en compétences. D'accord. Depuis combien de temps êtes-vous formateur? Ça va faire 1 an que je suis formateur. Quels sont les métiers lors des World Skills? C'est tous les métiers du bâtiment qui ont été représentés au World Skills. D'accord. Et qu'avez-vous fait lors de la préparation des jeunes? On nomme un formateur référent qui va s'occuper et se charger de la progression et l'évolution du jeune pour ces concours. D'accord.
Nous avons parlé des WorldSki. Du coup, maintenant, Isabelle, pouvez-vous nous parler de la préparation des médailles régionaux pour aller sur les compétitions nationales? Alors, la préparation des médaillés, donc nous, on va, au niveau de l'agence, on va prendre en charge l'équipe des médaillés normands qui ont été sélectionnés dans tous les établissements. Donc cette année, il y en avait 58. Et on a fait 4 séances de préparation physique et mentale, dont une qui s'est plutôt appelée la team partenaire, c'est-à-dire qu'on avait les organisations professionnelles qui étaient là, donc le MEDEF, les consulaires, les branches professionnelles, plus l'éducation nationale. Donc c'était sur la dernière préparation physique et mentale. Et là, c'était vraiment pour les encourager davantage pour le dernier regroupement. Ces regroupements, c'est vraiment pour créer une dynamique d'équipe, pour qu'en fait, on les prépare à la compétition, pour qu'ils aillent jusqu'au bout, puis qu'ils aient vraiment cet esprit de conquête, en fait, et qu'on ait vraiment des challengers, et puis qu'on ait l'excellence normande qui soit présent sur cette compétition et qu'on revienne avec un maximum de médailles, puisqu'en fait, on a quand même recueilli un record de médailles cette année lors de cette 48e édition, puisque sur 57, on en a eu quand même, sur 58 jeunes, on a eu quand même 34 médaillés, dont 2 sur Parcours Plus. Okay. Voilà. Wow. Ça a dû être très intense comme préparation. On a une équipe au sein de l'Agence régionale de l'orientation qui vont mettre en place toute cette organisation, on va dire. On les habille. Ils sont tous inscrits sur la plateforme aussi Destination Métier. On peut les retrouver en tant qu'ambassadeurs métiers. Ils peuvent vous parler de leur parcours parce qu'on considère que les jeunes qui parlent aux jeunes, il n'y a rien de tel. Donc du coup, au travers de cette compétition, ils peuvent aussi parler, eux, avec amour, on va dire, de leur métier. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est vraiment une très grosse délégation qui est partie à Marseille cette année. On a emmené 120 partenaires en plus de notre équipe, on va dire, donc qui étaient là-bas pour soutenir aussi l'équipe à Marseille. Du coup, maintenant, je vais passer à Angelina, élève au CFA d'Évreux en tant que plomberie. D'accord. Du coup, c'est quoi une femme dans un métier d'homme? Alors, c'est normal. C'est juste un peu compliqué au niveau les regards. Vous savez, c'est un métier comme les autres en fait. Faut juste aimer le métier. Je sais pas comment expliquer ça, mais il faut juste pouvoir s'aventurer dans quelque chose qu'on aime, même si c'est un peu plus compliqué. Et en fait, c'est un métier comme les autres. Que ce soit femme ou homme, tout le monde a sa place. Et non, le CE se juge. C'est vrai qu'il y a du jugement par rapport aux femmes, mais tout le monde a sa place dans ce métier-là. Est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés avec tes collègues masculins? Alors que ce soit à l'entreprise ou au CFA, non. Moi non, j'en ai pas eu. Je suis contente de ça. Je pensais en avoir et avoir des problèmes ou avoir des a priori, mais non, j'ai rien eu. J'ai une bonne entreprise et j'ai des bons camarades au CFA et des bons instructeurs. Donc, non, tout va bien. Super. Est-ce qu'il y a des différences de traitement entre hommes et femmes? Alors, non plus. Au CFA, je suis apprentie comme tout le monde. Je fais le même travail, j'apprends la même chose. Donc, non, il n'y en a pas. Cela est-il un choix de départ? Ah oui, complètement. Alors, je suis très manuelle depuis très longtemps. Et je sais très bien que dans le BTP, que ce soit plomberie, chauffagiste, ça peut être autre chose. Mais je suis tombée en plomberie. Oui, c'était un choix de départ. Y a-t-il beaucoup de femmes dans le métier? Malheureusement, pas assez. Pas assez encore. J'aimerais bien. Franchement, je le souhaite à tout le monde et à toutes les femmes de pouvoir jeter un coup d'œil au métier et essayer, ou même
poser des questions parce que non, il n'y en a pas assez malheureusement. Mais j'aimerais bien. Et s'il y avait un message à faire passer aux jeunes qui veulent se lancer mais qui hésitent, ça serait quoi? Alors, que ce soit femme ou homme, même dans le plus jeune âge ou même encore plus tard, que ce soit des femmes, de poser des questions. Franchement, lancez-vous, il n'y a pas de peur à avoir. Moi, j'avais des a priori, j'en ai plus du tout maintenant. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir y arriver. Très bien, merci beaucoup à tous d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Alors, vous avez entendu Angelina, il n'y a pas d'a priori. Franchement, vous êtes traités comme tout le monde. C'est un métier fait pour tout le monde. Alors, pour ça, nous allons retrouver Martha en menuiserie tout de suite. Bonjour Martha, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Martha Lebrun, j'ai 19 ans. Je suis en apprentissage en section menuiserie installateur. D'accord. Et pourquoi as-tu choisi la menuiserie? J'ai eu un parcours assez compliqué, donc j'ai toujours voulu être coiffeuse jusqu'à ma 3e. Et fin de 3e, j'ai appris que je devais me faire opérer du dos pour une scoliose. Donc finalement, on m'a mis à Augustin Hébert, vu que j'étais déscolarisée. J'ai dû faire un stage de 1 mois qui m'a énormément plu dans le bâtiment et je suis restée dans cette entreprise-là. Ok, d'accord. Est-ce que tu as un peu des difficultés en cours théorique ou en pratique? Non, pas forcément, donc ça va. Ok. Et qu'as-tu à donner comme conseil pour une fille qui voudrait se lancer dans la menuiserie? Il faut du caractère pour entrer dans le CFA du bâtiment, forcément. Et après, ne pas avoir peur et se montrer. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes dans ces métiers-là? Alors non, il n'y en a pas énormément, ça se fait rare. Après, ça se fait de plus en plus maintenant, mais c'est vrai qu'il n'y en a toujours pas beaucoup. D'accord. Et comment tu arrives comment tu te vois plus tard? Comment tu arriveras à gérer, ton foyer et ton travail en menuiserie? Ou est-ce que tu voudrais te consacrer que dans ton foyer ou au travail et maison? Alors moi, c'est toujours travail. Parce que je trouve que un travail, c'est un travail qui choisit. Donc si on y va, c'est qu'on a l'envie d'y aller et qu'on a la volonté. Donc pour moi, c'est vraiment... c'est un plaisir, quoi. Donc forcément, j'aurai le travail et le foyer. Et ton CAP, il dure combien de temps? Donc moi, c'est un peu particulier parce que je le fais en 1 an. Étant donné que j'ai déjà un CAP auparavant, ça se met en place maintenant qu'on peut faire en 1 année. Et niveau rémunération, comment ça se passe? C'est une base comme tout le monde, donc dans le bâtiment c'est la même base pour tout le monde. Après ce qui change c'est les paniers repas, s'il y en a, et les temps de trajet. Ok, merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, comme on vous l'a promis au début, nous retrouvons Oumou sur le plateau de Terre Crue, plutôt sur le chantier. Oumou, tu nous entends? Je suis bien là avec notre très chers invités qui va essayer de se présenter. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je suis Mathilde Le Goff. Donc, je suis là avec les jeunes aujourd'hui pour pouvoir présenter la brique liège, donc une brique à base de terre crue et de liège, donc, comme on peut le voir en atelier. Oui, on voit très bien que ça avance. Plus que tout à l'heure quand j'étais là, on voit très bien que ça avance. Du coup, je vais essayer de... Pouvez-vous nous parler un peu de ce mur, s'il vous plaît? Oui, alors le premier cours que les étudiants ont pu partager avec nous, c'était la fabrication de la brique liège. Donc en corrélation avec la terre crue et puis un alliage de liège, on a pu aujourd'hui montrer l'intérêt de la monter en parement, donc en rénovation de l'habitat par exemple ou en réhabilitation, pour que cette brique puisse être exploitée dans le bâtiment en regard de l'acoustique et de l'hygrométrie dans un espace intérieur par exemple. Cette terre-là, la terre elle vient d'où? Alors la terre, elle vient d'ici, donc on est dans l'Eure. Donc les gisements sont souvent auprès d'artisans qu'on contacte au préalable pour pouvoir manipuler des terres locales. Existe-t-il des maisons dans la région qui sont construites par cette terre-là?
Alors les entreprises locales sont souvent amenées à restaurer des murs en bauge. Donc c'est essentiellement ce qui se passe dans le département de l'Eure par exemple, ou des murs de soutènement ou voilà, des murs d'enceinte qui permettent effectivement de corréler le bâti d'une maison par exemple avec ses abords. Donc voilà, la terre crue peut être exploitée aussi aux abords d'une maison. Il y a une chose que je n'ai pas compris, parce que là, j'entends terre crue, mais cette terre-là, comment est-ce qu'elle est différente des autres terres? Parce que j'entends, on dit terre crue, moi je ne connais pas personnellement. Bien sûr, effectivement, il faut savoir faire la différence. Donc, une terre crue, c'est une composition de sol, donc qu'on va chercher à une certaine profondeur. Forcément, c'est pas de la terre végétale à proprement dit, puisque la terre végétale, on l'exploite souvent dans l'agriculture. On a besoin de se nourrir pour faire grandir des végétaux. C'est pas une terre qui est pourvue d'organismes vivants. Bien au contraire, c'est une terre qui est minérale, donc essentiellement composée de, on appelle la terre crue vraiment la composition avec de l'argile, du limon, du sable, etc. Des différences de granulométrie. Voilà ce qui compose la terre crue en général. J'ai remarqué que parmi tous ces apprentis, j'ai pas vu une jeune fille. Est-ce que les jeunes filles aussi sont les bienvenues dans ce métier-là? Bien sûr, je pense qu'il y a une voie d'avenir sur le métier pour le métier de la maçonnerie en termes général, point de vue féminin, puisque aujourd'hui la maçonnerie, on peut la permettre en intérieur dans des logements par exemple. Donc c'est affilié à des métiers de la finition aujourd'hui qui peuvent plaire aux filles, aux jeunes femmes. Et au contraire, quand on fait des expositions, souvent dans des salons, des choses comme ça, où on met à disposition le pouvoir de faire la brique en public, souvent c'est des jeunes filles qui viennent nous voir et qui fabriquent avec nous. J'aimerais savoir dans combien d'établissements intervenez-vous? Alors, la région Normandie, en termes généraux, donc les CFA, le CFA Lanfry rayonne à l'échelle régionale. Donc, c'est des CFA qui sont dans tous les départements de la région Normandie. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je viens d'apprendre que notre maître d'œuvre a un autre métier que je ne connais pas et vous non plus. Donc, on va essayer de découvrir ce métier-là. Allez, c'est parti. Bonjour Mathilde, pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour, donc Mathilde Le Goff. Je suis là avec les jeunes aujourd'hui pour faire des briques en terre crue avec de liège. Donc j'ai fondé Briques Liège, donc c'est un projet qui parle de la formulation de briques à base de terre et de liège. Et une brique qui est locale et qui est sur le département de la Seine-Maritime. D'accord, mais du coup c'est quoi la terre crue? Alors la terre crue, c'est une composition de sol, en réalité, qu'on exploite dans le bâtiment. Donc on récupère cette terre qui n'est pas une terre végétale pour le coup, pour pouvoir bâtir. Donc produire des briques de terre crue pour pouvoir les mettre dans les logements en rénovation de l'habitat par exemple. Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Oui, tout à fait, puisqu'on fait face à une transition énergétique aujourd'hui. Et effectivement, on doit se pencher sur l'avenir des matériaux et l'architecture qui en découle, puisque aujourd'hui, on est plus sur la thermie qu'avant. L'isolation compte aujourd'hui parce qu'on paye cher nos factures d'électricité. Et il faut pouvoir avoir des solutions en face de ça. Donc la brique liège peut en être une. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi la terre crue ? Alors parce que je suis issue d'une formation d'architecte, donc on m'a mis sur ce chemin en fait sur une spécialité qui s'appelait l'expérimentation. Donc dans le cadre de mes études, j'ai pu manipuler la terre et le liège, donc ce qui m'a conduit à pouvoir formuler et expérimenter toujours davantage la terre, et jusqu'à tel point qu'aujourd'hui il y a une maîtrise du territoire sur les limons et on est très riche en termes d'argile et de limon sur le département 76. Bon, je connais pas trop celui du 27, mais ça arrivera. donc voilà. Depuis que vous êtes formatrice, est-ce que vous avez vu des améliorations ?
Alors oui, sur la curiosité des jeunes surtout, parce que effectivement, pour pouvoir manipuler et bâtir avec cette matière, il faut la toucher. Et effectivement, depuis qu'on met en place des modules de sensibilisation auprès des jeunes, ça permet aussi de toucher. Donc je suis convaincue que l'architecture nous touche, surtout sur ce volet-là de la terre crue. Donc évidemment que ça a un impact. Vous trouvez que les jeunes ils sont assez sensibilisés sur l'écologie, etc. Alors aujourd'hui, je pense pas, parce qu'effectivement, on déconstruit des notions qu'on a, par exemple, sur la terre. La terre crue, c'est un matériau qui est pas de France, voilà, qui génère des idéologies aussi. Et puis, c'est souvent perçu comme le matériau du pauvre, puisque voilà, sur nos campagnes d'après-guerre, on avait aussi ce patrimoine-là qui régit. Donc aujourd'hui, ce qu'on défend, c'est aussi un matériau qui a droit à un renouveau en termes de bâtir, parce que ça fait partie du patrimoine, rappelons-nous. C'est que le torchis, la bauge, etc., c'est de la terre crue. C'est des techniques de construction en terre crue qui persistent encore aujourd'hui, puisqu'il y a des entreprises qui sont spécialisées dans la matière. Donc oui, il y a encore un petit chemin à faire, mais on a le patrimoine derrière nous. Mais peut-être que sur le bâti ancien, on a des voies d'avenir. Et je pense que ce matériau-là, par exemple, peut être une voie d'avenir pour les jeunes, mais aussi les chefs d'entreprise qui veulent repenser leur modèle économique et puis voilà, essayer de trouver des solutions plus vertueuses. Et aussi notamment vis-à-vis du déchet, parce que c'est un matériau qui est renouvelable à l'infini. Donc souvent, les clients, ils payent aujourd'hui la REP, l'éco-contribution. Et effectivement, ça peut rentrer dans ce cadre-là, d'avoir comment réduire les coûts. Si on pense un matériau sur le long terme, peut-être que ça peut aussi pousser à réduire les coûts. Voilà. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Bonjour, peux-tu te présenter ? Bonjour, je m'appelle Marius, j'ai 17 ans. Je suis en BP maçon première année et j'ai effectué mon CAP maçon ici. En termes de terre, est-ce que tu y connaissais avant ? La brique, mais sinon à part ça, non, pas forcément. Ça te plaît ? On l'a pas encore maçonné, mais à fabriquer, c'est quand même long. Tu trouves ça intéressant ? Oui, après, voir écologiquement si c'est mieux pour le monde, pourquoi pas. Tu trouves que c'est utile Oui. d'en parler et tout, oui. Oui, après, c'est sûr qu'il faut apprendre, car nous, on ne l'apprend pas forcément au CFA. Bonjour, peux-tu te présenter ? Je m'appelle Corentin, j'ai 17 ans et je suis au CFA du bâtiment à Évreux. Je suis en première année BP maçon. Et on est actuellement en train de faire des briques en terre crue. C'est bien pour l'écologie, c'est recyclable. Et ça évite de gaspiller du ciment, du CO2, tout ça. C'est recyclable, voilà. Est-ce que tu penses que pour plus tard, ça pourrait être utile dans tes prochaines entreprises ou même pour toi ? Oui, ça peut être utile. C'est un coût, mais ça dure dans le temps. Comme on voit aujourd'hui, encore des maisons en terre qui sont encore debout, et puis donc ça peut durer. Vous avez vu les 3 terres avec Mathilde et quelques extraits avec les élèves. Et maintenant, nous nous retrouvons avec Corentin, Maxime, Abdoul et Isabelle. Bonjour à tous. Barou, bonjour Isabelle, mais bonjour Maxime, bonjour Abdoul. Bonjour Corentin, du micro. Bonjour. Et on t'écoute pour les questions que tu as à poser, les projets qu'ils ont en commun. Alors, avant tout, j'aimerais, si possible, que vous puissiez chacun un petit peu vous présenter afin qu'on puisse avoir une idée de votre rôle et qui vous êtes. Alors moi, je m'appelle Maxime et je travaille pour la mairie d'Évreux. Et mon rôle, c'est d'animer, de faire vivre à la fois la mission citoyenne et d'accompagner Abdoul dans les chantiers à l'international. D'accord, très bien. Vous, monsieur Abdoul ? Oui, moi je m'appelle Abdoul, je suis chargé de mission des sentiers jeunes à l'international au service des relations internationales de la ville d'Évreux. D'accord, très bien. Et vous, Blandine ? Donc Blandine Bertrand-Grainville, donc à l'agence de l'orientation et des métiers de Normandie. Donc nous on est là plutôt pour apporter de l'information sur les métiers et les formations. D'accord, très bien, merci beaucoup. Du coup ensuite, par rapport justement à ce projet de construction
vis-à-vis des briques en terre cuite au Sénégal et un petit peu du coup aux alentours d'Évreux. Et c'est d'où exactement qu'est originaire ce projet? C'est qui a eu l'idée? Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui a fait que cette initiative a émergé? L'initiative a émergé parce qu'en fait, lors d'une banale discussion un échange que j'avais eu avec mon chef de service, Oliver Radel, on parlait des briques de terre compressées. Moi, je suis originaire du Sénégal et ma grand-mère, elle habitait dans une maison en briques, en bankou. Et donc, moi, je me disais que tôt ou tard, je vais construire en terre. Parce que je ne voyais pas pourquoi construire en ciment, il fait excessivement chaud. Et pour la petite anecdote, nous, on habite au nord du Sénégal, avec la frontière avec la Mauritanie, où il fait 45 degrés, 46. Et parfois, on dort tous dehors. On a tous des maisons en ciment, mais tout le monde passe la nuit dehors. Il n'y avait que ma grand-mère à l'époque qui passait la nuit dans sa maison en banco. Et depuis lors, j'avais eu cette idée de me dire, tôt ou tard, moi, je vais construire comme ça. Et donc, quand je suis arrivé ici, j'ai cherché des formations dans ce sens-là. J'en ai échangé avec mon chef de service. Et l'idée est née comme ça, en fait. D'accord. Et donc, du coup, après, l'initiative est née au Sénégal. L'initiative est née dans ma tête. Je suis arrivé ici, j'en ai échangé. Nous, on fait des chantiers à l'international, on construit des écoles, on réhabilite des maternités au Sénégal, etc. Et l'idée de construire en briques de terre compressées est née de cette volonté de pouvoir accompagner nos projets. Et c'est comme ça que j'ai fait la formation avec Maxime sur les briques de terre compressées à Lavelanet. Okay. Et donc, comme ça, nous, on a épousé la terre crue comme matériau qu'on utilise dans nos chantiers. D'accord. Voilà. Je trouve que c'est très intéressant, effectivement, de remettre un petit peu au goût du jour ce genre de matériaux et ça va faire lié à ça. Du coup, suite à ça, c'est exactement où au Sénégal qu'a eu lieu ce genre de construction? Du coup, c'est aux abords de la frontière, de ce que j'ai compris. Oui, le projet, en fait, c'est à Ziguinchor. Ziguinchor, si je veux faire la carte du Sénégal, c'est complètement au sud du Sénégal, qui est frontalier avec la Guinée. Et donc, le projet, c'est là-bas. Et donc, dans cette partie du Sénégal également, la plupart de l'habitat à l'époque, c'était en banco. Maintenant, avec la modernité, les gens construisent maintenant en béton, en ciment, etc. Et donc, nous, on a voulu implanter ce projet-là là-bas pour, vulgariser le retour à la terre, à la construction en terre. Également, avoir un bâtiment qui symbolise ce retour à ce matériau-là. Donc, on a une maison qui appartient à la ville d'Évreux, qui est construite entièrement en briques de terre compressées en terre crue. D'accord. Et donc, du coup, par contre, là, c'est les briques d'Évreux qui sont utilisées vis-à-vis de cette maison Évreux. Donc, c'est l'initiative d'Évreux qui est importée à Ziguinchor et on a fait la maison. Et donc, en face, vous avez une brique qui vient de Ziguinchor, de cette fameuse maison. Voilà, donc, on vous a ramené ça. De ce que j'ai compris, c'est une brique qui avec très très peu de ciment. Oui, on a mis quasiment que de la terre. Oui, on a mis 4%. Et tout le reste, c'est de la terre. Parce que la terre, elle est en abondance là-bas. Donc, c'est une terre sablo-argileuse. Donc, il faut au moins 25% d'argile pour qu'une terre soit capable d'être transformée en brique. Et donc, nous, cette terre que nous avons à Ziguinchor, c'est une terre latéritique, sablo-argileuse, avec une couleur rougeâtre qui est très bien. Et donc, nous, quand on a fini la maison, toutes les parties intérieures de la maison n'ont pas de peinture. On n'a rien fait, on l'a laissé tel quel. D'accord. Et donc, du coup, ces briques-là sont très différentes de ce que j'ai compris des briques du CFA, si j'ai bien compris. Oui, enfin, les briques en terre du CFA, c'est-à-dire qu'en fait, cette brique-là, elle est avec la latérite, la terre du Sénégal. Et en fait, ici, on utilise la terre pour essayer de fabriquer des briques, la terre argileuse qu'on va trouver ici. Donc, c'est pas vraiment la même terre, mais sinon, c'est la même fabrication. Très bien. Et du coup, entre ces deux matières légèrement différentes, il n'y a pas de formation particulière pour manier l'une ou l'autre. Il n'y a pas de technique en particulier. Les deux se manient plus ou moins de la même manière, ou il y a quand même des petites différences. Oui, il y a des petites nuances. Tout à l'heure, j'ai échangé avec, je ne sais pas comment elle s'appelle, Mathilde, qui est là-bas. Elle utilise de la paille en plus pour intégrer ça dans la terre, qui est en fait un isolant également, parce que c'est la paille qu'ils utilisent. Au Sénégal, les gens, ils utilisent la paille de riz qu'ils mettent dedans comme isolant. Mais nous, dans notre brique-là, il n'y a pas de paille, il n'y a rien, c'est juste de la terre et avec un peu de ciment. Le ciment, en fait, il joue ce rôle de liant, de colle, en fait, tout simplement.
Voilà. Mais les mêmes procédés, on retrouverait même les mêmes, comment dirais-je, les mêmes retombées en termes de confort, en termes de en termes de résistance. La petite anecdote, notre brique là, quand on l'a testée au Sénégal, elle est de 7 mégapascales de poussée. Donc c'est énorme pour une brique. Voyez-vous? Donc c'est ça qui fait un peu la différence. Mais elle a raison de me dire qu'on doit retourner à la terre. Tout à l'heure, j'en ai échangé avec elle en parlant de la terre. Oui, tout à fait. C'est un engagement aussi bien économique qu'écologique. De toute manière, ce genre de matériaux qui de toute façon sont autant abondants que pratiques. Et du coup, juste tes petites questions de fin sur la technique, c'est le ciment est en partie utilisé aussi pour mortier, pour solidifier la liaison des briques. Oui, pour les mortiers, on utilise davantage de la terre aussi. Voilà, pour un peu faciliter. Pour revenir à la technique, nous, on a fait cette formation-là, c'est pour un peu voir la résistance de la brique, comment utiliser l'eau, parce qu'il y a une quantité d'eau déterminée qu'il faudra mettre. Il faut également calculer le temps de séchage de la brique, et toute la formation que nous avons faite nous permet de déterminer cela. Et donc faire le ratio entre la terre humide et la terre sèche, faire le ratio entre l'eau qu'on utilise pour fabriquer les briques et l'arrosage que ça doit subir. Parce qu'une fois qu'on a fait les briques, elle est recouverte d'une bâche qu'on va laisser pendant 3 jours sous bâche. Après ces 3 jours, on le laisse dans un endroit un peu fermé, le temps que la brique, elle sèche. Si c'est au Sénégal, ça va aller très vite. Si c'est en France, ça va prendre plus de temps parce qu'on n'a pas beaucoup de soleil. Et vous avez compris cela, je pense. Et moi, j'aurais une petite question. Du coup, le projet, c'est d'emmener les élèves, enfin les étudiants, on va dire, du CFA du bâtiment au Sénégal pour pouvoir construire des bâtiments, c'est bien ça? En fait, l'idée, c'est pas de les amener à chaque fois. On a fait un projet où on a fait avec le CFA du bâtiment. Il y avait 12 apprentis du CFA du bâtiment qui sont partis avec nos jeunes. En fait, nous, ce qu'on fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire, on amène nos jeunes qui sont sélectionnés pour aller dans les chantiers, qui viennent se former au CFA du bâtiment, dans le maniement de la brique, comment poser une brique, comment faire un mortier, comment faire un joint, etc. Et donc, ce sont ces rudiments de la maçonnerie qu'ils apprennent à faire. Et donc, pour rappel, on a une convention entre la mairie d'Évreux et le CFA du bâtiment qui nous permettent de faire ces ans d'apprentissage sur 2 jours, etc. Mais quand ils partent, in fine, ils ne deviennent pas des excellents apprentis comme au CFA du bâtiment. Mais ils apprennent quand même à poser une brique. Isabelle, vous avez quelque chose? Oui, les élèves du CFA, je l'ai dit tantôt, ils sont partis avec nous. C'était en 2023, ils sont partis avec nous, ils étaient 12. Mais quand ils sont arrivés sur le chantier, ça voyait tout de suite que ce n'était pas comme nos jeunes. Donc ça, c'était clair. C'est davantage une ouverture vers le CFA du bâtiment. Voilà, c'est ça. Plutôt qu'une formation de longue durée. Effectivement. C'est important de faire quand même une introduction à quelque chose qui est quand même très intéressant. C'est ça. C'est ça. Du coup, de ce que j'ai compris, il y a aussi un nouveau voyage l'année prochaine. Courant année prochaine, au mois de février. Au mois de février, on repart avec un groupe. Depuis 2019, nous ramenons des jeunes chaque année. Et nous en sommes à plus de 60 jeunes qu'on a ramenés. Bon, je n'ai pas inclus les jeunes du CFA parce que ça, c'est pour le CFA du bâtiment. Mais si on rajoute les jeunes du CFA du bâtiment, on est à plus de 72 jeunes ramenés au Sénégal. C'est pour les chantiers. Et cette année, on va ramener une dizaine de jeunes aussi. C'est très bien. Et du coup, là, je suppose qu'effectivement, toutes les places sont déjà faites. Il n'y a plus vraiment de possibilité que d'autres personnes puissent participer. Parce que aussi, c'est les critères nécessaires pour pouvoir participer à ce genre de formation, d'expérience. On avait la date limite, c'était le 14 novembre. Mais exceptionnellement, on peut ouvrir jusque vers la fin du mois. Parce qu'en fait, c'est des organismes avec lesquels nous travaillons. Aujourd'hui, si la mission locale nous dit qu'il y a un jeune ou 2 jeunes, on sait que ces chantiers-là peuvent apporter énorme pour ces jeunes-là. On peut faire une exception d'accepter la candidature de ces jeunes, mais à condition que les 2 jeunes viennent défendre leur projet. Et si on sait que ce chantier peut être bénéfique à ces jeunes-là, il n'y a rien qui nous empêche aujourd'hui au niveau de la mairie de les prendre et de faire ce chantier-là. D'accord, donc du coup, nos téléspectateurs en sont témoins. Il y a donc encore de la chance, si vous le pouvez, pour participer cette année ou peut-être les années suivantes. En question finale, j'aimerais, Blandine, vous demander, je vous prie, vis-à-vis des formations et des études nécessaires pour ce genre d'environnement, autant du bâtiment que pour faciliter ce genre d'expérience précise.
Oui, tout à fait. Donc, si aujourd'hui, voilà, il y a un jeune qui souhaite en effet se lancer vers ces métiers, donc les métiers plutôt, on va dire, de la maçonnerie. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, vous avez différentes certifications. Donc, vous avez les diplômes, les fameux diplômes de l'éducation nationale, que sont, on va dire, les CAP, les brevets professionnels. Vous avez également un bac pro intervention sur le patrimoine bâti ou technicien du bâtiment, organisation et réalisation du gros œuvre. Voilà. Il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du bâtiment, on a quand même aussi des diplômes qui vont jusqu'à du bac plus 5, jusqu'au diplôme d'ingénieur. Voilà, donc on peut faire aussi des études supérieures dans ce secteur d'activité-là. On va plutôt être sur des métiers qui vont être plutôt liés sur les études et les encadrements, mais en tout cas, il y a des perspectives d'évolution. Alors, ces métiers-là, ces formations-là, en général, elles sont dispensées, on peut les retrouver soit dans des lycées professionnels, d'accord, donc plutôt ouverts en effet aux collégiens, lycéens, et après on a les fameux les CFA, là où on est aujourd'hui, les centres de formation par l'apprentissage. Après, il y a également aussi d'autres diplômes qui relèvent d'un autre ministère, qui sont plutôt le ministère en fait du travail, de l'emploi et de l'insertion, que sont aussi les titres professionnels. Donc c'est aussi une autre manière aussi pouvoir accéder en fait à ces métiers. Donc là, j'ai en l'occurrence, il y a le TP en effet de maçon du bâti, de chef d'équipe gros œuvres, et c'est plutôt par contre là des formations qu'on va retrouver plutôt dans les centres de formation tels que l'AFPA ou tels que le GRETA. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que qu'on soit aujourd'hui encore une fois collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs d'emploi ou salariés en reconversion professionnelle, aujourd'hui, quel que soit on va dire le statut, on peut accéder aujourd'hui. Il y a vraiment toute une offre, on va dire, de formation et qui nous permettent en fait de pouvoir accéder à ces formations et d'envisager même une reconversion professionnelle dans ce secteur d'activité-là, et puis aussi découvrir les centres de formation aujourd'hui aussi adaptent leur formation par rapport à ces fameuses techniques, ces nouveaux matériaux. Donc là, on a parlé de ça, on a parlé en effet de la paille, du chanvre, etc. Donc voilà, on est dans un secteur d'activité qui évolue énormément. Donc comme les métiers sont amenés à évoluer, les formations sont aussi elles-mêmes à évoluer et à tenir compte de ces innovations. Voilà. Très bien, écoutez, je vous remercie tous de votre participation et je donne donc la main à notre présentatrice. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Et franchement, c'est vraiment un bon projet de pouvoir faire ça dans notre pays d'origine ou autre. Et franchement, amener des jeunes pour pouvoir apporter, on va dire, une plus-value, on va dire, parce que c'est du savoir-faire qu'ils apprennent. Et franchement, je trouve que c'est un bon projet. Alors, merci beaucoup pour vos réponses. Merci de votre présence. Nous allons retrouver Thomas à la pompe à chaleur tout de suite. Bonjour. Voulez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour, je m'appelle Thomas, je suis élève au CFA d'Évreux, j'ai 29 ans et je fais une formation en titre pompe à chaleur. Vous faites quoi comme formation, s'il vous plaît? Technicien de maintenance d'installation pompe à chaleur. Il vous a fallu quelle formation pour faire ce métier-là? Alors avant ça, j'ai fait un CAP chauffagiste en 1 an. Après, j'ai fait un BP en monteur installateur sanitaire et génie climatique en 2 ans, au CFA d'Évreux aussi. Et après, j'ai pu accéder à cette formation. Et vous êtes bien rémunéré? Alors ça dépend de l'âge d'un apprenti, mais moi ayant déjà 29 ans, je suis assez bien rémunéré effectivement. Et on peut savoir le montant, s'il vous plaît, approximatif? Oui, entre 1008 et 2000. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des jeunes qui voudraient bien faire ce métier-là? De ne pas essayer d'aller trop vite dans le parcours. C'est un parcours qui est un petit peu long parce qu'il demande au minimum 3 ans d'études avant. Mais que c'est important de les faire pour comprendre justement le fonctionnement déjà d'un système de chauffage, comprendre la rigueur qu'il y a dans le façonnage des tuyaux et des différents réseaux pour pouvoir après accéder à cette formation-là qui est pareil, qui demande quand même beaucoup de rigueur et où il y a beaucoup de théorie. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce métier-là? C'est quelque chose de familial ou vous l'avez aimé seulement et vous vous êtes lancé? Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on va dire que dans l'ensemble, j'ai toujours aimé travailler de mes mains. Et là, du coup, j'ai eu l'occasion, en rentrant en plomberie, de retravailler de mes mains, travailler sur les chantiers, pouvoir façonner vraiment des choses concrètes de mes mains. Et c'est ça qui m'a plu. Et ce métier-là, c'est un métier où on travaille individuellement ou on travaille en groupe?
Alors ça dépend des sociétés, mais généralement on a plutôt tendance à travailler quand même tout seul, que ce soit pour faire de la maintenance ou du SAV ou des entretiens. Maintenant pour ce qui est toutes les installations, généralement on est quand même au minimum 2. Et puis voilà. Et après toutes ces formations, toutes ces études-là, quand vous finiriez, vous aimeriez faire quoi? Vous aimeriez ouvrir une entreprise ou... Alors à titre personnel, je ne veux pas ouvrir d'entreprise pour des raisons qui me sont personnelles. Mais je sais que ça se fait énormément et non, c'est bien, il en faut de toute manière des gens qui ouvrent des sociétés. Et ces métiers-là, il est ouvert que seulement aux hommes ou c'est ouvert aux femmes et tout? Ah, c'est ouvert, il n'y a pas de problème avec aucun sexe, aucun souci. Tout le monde peut faire ce métier-là à partir du moment où il a envie de le faire et qu'il aime faire ce métier. Vous avez une fois travaillé avec une fille ou quelque chose comme ça? Non, jamais. Et qu'est-ce que vous conseilleriez aux hommes qui veulent vraiment se lancer et qui hésitent un peu? De voir avec différents organismes, peut-être pour faire un stage. Pour pouvoir du coup, moi c'est ce que j'ai fait avant de me lancer dans les études, j'ai fait un stage dans une entreprise, j'ai fait un stage de 2 semaines et du coup c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que j'aimais vraiment faire ce métier. Et ce travail-là, c'est seulement technique ou ça demande plus de force ou c'est seulement de technique? Alors ça demande, il y a une très grosse partie théorie, donc technique, et effectivement il faut aussi une partie où il y a des charges lourdes à porter. Merci beaucoup, messieurs. Je vous en prie. Vous en avez appris plus sur la pompe à chaleur et maintenant nous nous retrouvons avec Cécilia. Bonjour. Cécilia, Stéphanie, Armand et Cindy. Alors Cécilia, je te laisse poser les questions que tu as. Bonjour Stéphanie, pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Stéphanie Lemonnier, donc je travaille dans l'établissement depuis 2008. J'enseignais l'histoire géo et là j'ai rejoint l'équipe de direction depuis un peu moins de 2 ans. Voilà. D'accord, qu'est-ce que vous faites actuellement? Je suis en charge de toute la partie pédagogie dans l'établissement. Voilà. D'accord. Les examens, le suivi des jeunes, des formateurs, etc. Quel public est concerné par votre accompagnement en formation individuelle? Alors, on a un public qui est quand même très varié au sein de l'établissement, donc ça peut être majoritairement des sortants de 3e, mais on a aussi des jeunes bacheliers, des étudiants qui viennent aussi pour se réorienter, des adultes en reconversion. Donc, effectivement, on a un public très varié qui suppose qu'on essaie d'individualiser au mieux les parcours de formation pour répondre aux besoins de chacun. D'accord, merci. Quels sont les moyens mis en place pour accompagner les jeunes? Alors, finalement, ça va dépendre du profil des jeunes qu'on accompagne. Quand on a affaire à des jeunes qu'on a repérés comme étant plus fragiles vis-à-vis des apprentissages, on va mettre en place de l'individualisation, donc, notamment en français et en mathématiques. Donc, on a un tuteur PFI, parcours de formation individualisé, qui les prend en charge par petits groupes et qui va adapter le temps et nécessaire pour la compréhension des séances d'apprentissage. Le fait de travailler en tout petit groupe aussi, c'est plus rassurant pour les jeunes que dans une classe à 25. Oui, je peux comprendre. Combien de temps, du coup, ça peut durer la formation individuelle? Alors, on a aussi l'autre profil, c'est-à-dire qu'on a aussi des jeunes qui sont déjà titulaires d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme supérieur. Et là, en fait, l'accompagnement est complètement différent. C'est des jeunes qui vont venir chercher finalement plus de compétences sur le plan professionnel. Donc là, on va essayer, plutôt que de leur faire du français ou des maths de manière individualisée, de les inclure dans le domaine professionnel quand c'est possible. Plus d'heures d'atelier. Voilà. Et l'accompagnement dépend du parcours de chacun. D'accord. Comment vous organisez les parcours personnalisés? Enfin, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez en place avant qu'ils rentrent dans ce cursus? Alors, en fait, tout nouvel arrivant bénéficie d'un positionnement. Ça va nous permettre de repérer les acquis, les difficultés et de mieux cerner l'objectif professionnel.
Et ensuite, à partir de là, on va pouvoir effectivement mettre en place avec le tuteur PFI donc, des emplois du temps qui vont répondre aux attentes de nos alternants. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On va continuer avec Armand, qui est un jeune en BTS. Bonjour à vous. Bonjour. Je te laisse te présenter et nous raconter ton parcours scolaire. Donc, je m'appelle Armand, j'ai 22 ans. Donc, j'ai commencé par aller au lycée général, parce que de base, je voulais faire vétérinaire. Donc, complètement un choix haute parc électricité. Puis, suite à une intervention électrique chez moi, je me suis orienté vers le domaine de l'électricité, dans le monde de l'alternance et de l'apprentissage. Donc, j'ai commencé par un CAP, un BP, et je voulais pousser mes études pour avoir plus de théorie et de pratique. Donc, du coup, j'ai choisi de faire un BTS à l'heure actuelle. D'accord. En quoi consiste ta formation en BTS ? Mon BTS consiste à avoir plus de théorie pour que ça soit plus de technique dans le monde de l'électricité par rapport aux composants ou au système, que la pratique, on va plus l'avoir dans l'entreprise, mais pas plus du tout au CFA. D'accord. Quels sont les métiers accessibles après le BTS ? Être technicien de maintenance, être technicien supérieur. On peut continuer par un bachelor après pour être chargé d'affaires. Et si on veut vraiment pousser plus loin, pourquoi pas être chef d'entreprise, mais particulièrement être vraiment technicien et chargé d'affaires. D'accord. Du coup, après, il y a des formations ou des études qui existent pour continuer après le BTS. Ouais, c'est ça. Bachelor et... Bachelor, c'est tout. Honnêtement, je sais pas. À moins qu'il y en ait d'autres. Je pense que peut-être après des écoles d'ingénieur. Ah oui, ou école d'ingé. D'accord. Et toi, tu aimerais évoluer après dans le métier ou continuer tes études après ? Non, je resterai en BTS parce qu'après, ça veut dire que je resterai dans les bureaux. Donc, c'est un métier plus dans les bureaux et moi, je préfère rester sur le terrain. Donc, je m'arrêterai en BTS pour pouvoir continuer sur le terrain et évoluer de mes capacités sur le long terme. Donc, une fois le BTS fini, tu comptes faire quoi ? Je compterai être embauché dans mon entreprise Maslin Océane au Havre et continuer ainsi ou aller plus loin. Donc j'aimerais bien rentrer chez EDF, une grosse entreprise d'élec. Donc ça serait mon rêve, mais sinon être embauché dans mon entreprise actuelle. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions et puis bon courage pour la suite. Merci. Nous allons passer ensuite avec Cindy qui est en carrelage. Donc peux-tu un petit peu nous présenter ce que tu fais ? Bonjour, du coup je suis en deuxième année de CAP carrelage. Et du coup, je suis dans une entreprise. On est 5 à l'heure d'aujourd'hui. Et puis voilà. Quels sont les différents travaux effectués dans ton entreprise ? Alors, on fait beaucoup de rénovations, des salles de bain et aussi des pavillons neufs. Ça arrive, mais beaucoup moins. On fait plus de la rénovation. D'accord. Pour toi, comment peut-on intégrer les femmes dans le métier ? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de façon d'intégrer les femmes dans le métier parce que s'il y a quelques années on aurait dit déjà que c'était pas un métier d'homme, tout le monde pourrait venir sans vraiment devoir être intégré. Mais il faut avoir une entreprise assez quand même humaine parce qu'il n'y en a pas beaucoup, je pense, qui acceptent les femmes dans le bâtiment. D'après toi, pourquoi les femmes ont peur de se lancer ? Justement, si on n'aurait pas dit que c'était un métier d'homme, il n'y aurait pas ce problème-là. Donc... elles ont peur du jugement, elles ont peur de ne pas y arriver. Mais il n'y a pas de raison. Si elles veulent vraiment faire ce métier-là, elles peuvent. D'accord. D'après ton point de vue, faut-il être minutieux et est-ce que c'est important dans le métier ? Ah oui, ça l'est. Il faut vraiment être millimètre par millimètre. C'est vraiment très minutieux comme métier, oui. Et par la suite, tu aimerais après faire quoi ? Un BP carreleur. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Puis bon courage pour la suite. Merci à vous tous pour vos réponses. Merci pour votre intervention. Et bonne continuation à tous pour les projets futurs, pour ton BP aussi. Et du coup, nous allons découvrir ensemble le métier de couvreur. C'est parti. Je me présente, je m'appelle Goupil Théo, je suis en CAP première année en couverture et ça me plaît. Quel est ton métier exactement ? Mon métier, je suis couvreur. Avant, j'étais en charpente et en fait, j'ai décidé de me réorienter vers la couverture. C'est un complément et puis ça me plaît encore plus. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier ?
Bah, ce qui m'a donné envie, tout simplement, c'est que j'ai un oncle qui a toujours été couvreur. Donc aujourd'hui, je travaille pour lui et puis bah, ça se passe bien, donc on aime, hein. C'est un peu de famille. C'est ça, c'est de famille. Quelles sont les qualités pour faire ce métier? Alors, il faut être très minutieux pour la zinguerie. Après, il y a plein de matières différentes comme la tuile, l'ardoise, il y a le zinc, il y a le plomb aussi. Il y a plein de matières différentes, donc il faut être minutieux et puis patient. D'accord. Quelle est la rémunération? En CAP première année, là, la rémunération, moi, ça dépend des primes, tout ça, mais sinon, je suis aux alentours de 1 200 €. Après, je ne sais pas vraiment, ça dépend des diplômes qu'on a forcément. Et puis, je sais qu'avec un BP ou un truc comme ça, on peut vite atteindre facilement les 2 000 €. Et combien de temps dure la formation? Alors, la formation de CAP, elle dure 2 ans. Après, il y a la possibilité de faire une mention zinc en 1 an où c'est que de la zinguerie. Et après, il y a le BP qui est possible dans le CFA d'Évreux. Puis voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui pratiquent ce métier? Alors, à ma connaissance, j'en connais pas beaucoup, j'en ai jamais vu, mais il doit y en avoir, hein, c'est comme dans tout. Si tu avais un message à faire passer aux jeunes qui voudraient faire ce métier mais qui n'osent pas, qu'est-ce que tu pourrais dire? Bah, franchement, n'hésitez pas, c'est un métier formidable, plein de valeurs, et puis foncez, hein. Merci d'avoir répondu à nos questions. Pas de problème. Et ben voilà, la Web TV est terminée. Le CFA du bâtiment et la mission locale vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube Culture et Nature. Et comme vous aimez les best-of, nous allons terminer par un moment de questions-réponses entre les intervieweurs. Alors, on commence par Oumou. Oumou, qu'est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as aimé interviewer? Comment tu t'es sentie? Oui, tout d'abord, bonjour. Je m'appelle Oumou Bari, j'ai 22 ans. Oui, j'ai beaucoup aimé l'interview qu'on a fait. Au début, c'était compliqué parce que j'avais pas l'habitude de faire tout ça. C'était nouveau pour moi. Au début, j'étais complexée et tout. Mais avec le temps, ça va. Et là, j'ai même pas envie d'arrêter, au fait. C'est vrai. Et toi, Corentin? Moi, c'est quelque chose qui, pour moi, qui est pas extrêmement compliqué d'aller vers les gens, de poser des questions et tout ça. Mais ça reste quand même toujours intéressant d'avoir ce genre d'expérience qui met vraiment dans un contexte un petit peu plus pro, un peu plus cadré. C'est pas juste faire un exposé, que ce soit scolaire ou professionnel. C'est vraiment avoir vraiment une petite expérience télé. Je trouve que c'est très intéressant, informateur. Ça change un petit peu du quotidien. Ouais, de ouf. Et du coup, et toi, Cécilia, pardon, comment tu t'es sentie? On sait que tu étais un peu stressée, mais pourtant, on voit que tu as assuré, tu as su poser les questions, tu as su interviewer chaque élève. Franchement, raconte-nous ton expérience, comment tu t'es sentie? C'est vrai qu'au début, c'était assez compliqué. Je suis quelqu'un d'assez stressé, mais finalement, on y prend goût et j'avoue que c'est pas mal. Après, c'est grâce à vous aussi autour de nous et c'est grâce à l'équipe qu'on a autour qui nous aide et qui nous met en confiance. Et du coup, c'était super. Et échanger avec les formateurs, les jeunes, c'est toujours enrichissant et du coup, on peut apprendre plus sur le métier. C'est vrai. Et voilà, ça m'a beaucoup plu. Hein. Et toi, Stalia, comment tu t'es sentie? Raconte-nous. Moi, c'est vrai qu'au début, c'était un peu de stress aussi. J'étais beaucoup stressée. Enfin, oui, quand même beaucoup. Mais au final, en voyant que ça se passait bien et tout ça, j'ai bien aimé. Et au final, je suis contente. Donc, en vrai, on est tous contents, quoi. Voilà. Et toi Moi, franchement, je trouve que c'était une bonne expérience. On a découvert beaucoup de choses, beaucoup de tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est aller vers les gens, interviewer. C'est vrai qu'avec la mission locale, on a fait aussi différents projets, comme la radio. Et franchement, c'est ce qui nous permet de plus pouvoir parler, d'aller vers les gens. Et sans notre meilleur conseiller, Bouba, je pense pas qu'on allait réussir. Mais en tout cas, on remercie beaucoup toute l'équipe de nous avoir accompagnés, de nous avoir fait confiance, parce que on est vraiment des débutants, quoi. Et franchement, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On a découvert les métiers du bâtiment. Ils nous ont fait confiance, en gros. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Culture et Nature. Abonnez-vous. Merci. Au revoir.